Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur cette table ronde sur les enjeux de l'IA dans l'industrie. Alors il s'agit de comprendre, au terme des échanges, l'importance de l'intelligence artificielle dans le monde industriel. Là, on voit qu'elle se développe de manière exponentielle. Maintenant, il faut voir un peu les aspects pratiques et concrets. Donc, pour cela, on a fait appel à des experts et des témoins pour aborder le sujet. Je vais les laisser se présenter. Donc, c'est par Sylvain Bell. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Bonjour Frédéric, donc Sylvain Bell, je suis le directeur général du groupe Sihuch basé à Tourcoing, où on est intégrateur et architecte de solutions logistiques pour la préparation de commandes et pour le e-commerce. Merci Sylvain. Équipe. Donc, chez Kiberbi, je suis directeur général du centre d'innovation sur tout ce qui est Internet des objets, IA et cyber en région des Hauts-de-France. Et également, je coordonne un programme européen qui s'appelle le EDIH, European Digital Innovation Hub, qui accompagne les entreprises à intégrer ces technologies IA, IoT ou cyber dans différents secteurs d'activité, et en l'occurrence l'industrie. Oui, justement, la conférence, elle est organisée dans le cadre de l'EDIH. On en parlera un peu plus longuement. Par la suite, ça sera un outil utile pour les entreprises pour prendre le virage. Hugo? Alors, Hugo Nini, je suis responsable d'affaires chez Diagrams Technologies, où on est expert en analyse de données et data science industrielle sur des enjeux de maintenance prédictive, d'efficacité énergétique ou d'optimisation de production. Ok. Merci à vous trois d'être venus, d'avoir fait le déplacement. Alors, la première question, c'est un peu une question piège. Je vais la poser à Chekib parce que c'est un expert. Qu'est-ce que l'IA de manière synthétique? Si on devait comprendre très facilement ce qu'est l'IA. N'hésitez pas à rebondir l'un et l'autre. Donnez votre vision. Donc, c'est une question simple à laquelle j'ai posé la question à l'IA en tant que telle. Donc, j'ai été sur Mistral AI, vu que la question, tu me l'as envoyée avant, donc j'avais le temps de la préparer. Et donc, je vais te lire ce qu'a dit Mistral AI, qui est une intelligence artificielle, donc un LLM. Donc, l'intelligence artificielle est un domaine des sciences de l'informatique qui se concentre sur la création de machines et de programmes capables d'effectuer des tâches qui habituellement nécessitent l'intelligence humaine. Donc, c'est un outil qui permet d'automatiser certaines tâches qui étaient effectuées par l'homme en soi. Ces tâches incluent entre autres la reconnaissance vocale, la vision par ordinateur, la prise de décision, la résolution de problèmes et l'apprentissage. Donc, on va pouvoir traiter à partir d'images, à partir de sons, à partir de textes, différents éléments. Et donc, ces différents algorithmes, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'un algorithme, c'est plusieurs algorithmes, vont pouvoir être traités et apporter des réponses. Je vais continuer. C'est l'utilisation, justement, l'IA utilise des algorithmes complexes, dont je l'évoquais, pour traiter des grandes quantités de données. Donc, un élément important, c'est la donnée. Donc, la quantité de données. Donc, il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas de données structurées ou non structurées, mais en tout cas, une gestion des données. Identifier des modèles et des tendances et faire des prédictions ou des décisions en fonction de ces informations. Donc, l'IA est là aussi pour, en tout cas, prédire, voire prévoir certains éléments ou certaines transformations. Il existe plusieurs sous-domaines de l'IA, tels que l'apprentissage automatique, donc le niveau basique, machine learning. Voilà, l'apprentissage profond, le deep learning. Donc là, c'est différents modèles avec différentes complexités qui sont importantes. Et plus on va monter dans des modèles en profondeur sur du deep learning, donc ça sera beaucoup plus complexe. Et on aura une difficulté. Et l'enjeu de l'IA, je vais plutôt partir sur ça, c'est l'explicabilité. C'est-à-dire pourquoi on a ce type de résultat à la fin. Lorsqu'on va rentrer des données en entrée, on a des résultats, soit des prix, soit différents éléments, mais comment on arrive à expliquer pourquoi ces éléments. Et là, aujourd'hui, plus on va descendre dans les couches, et plus ça va être complexe à expliquer. Il y a énormément de travaux, d'ailleurs, de recherche pour essayer de trouver l'explication. L'IA devient un peu autonome, elle génère des éléments, et on ne sait pas pourquoi. L'objectif ultime donc, de l'IA est de créer des machines qui peuvent imiter, voire dépasser la capacité cognitive de l'être humain. Maintenant, est-ce qu'une IA a une intelligence? Telle est la question et je te la repasserai à toi. Ok, alors je résume. Il n'y a pas d'IA sans data. L'IA permet d'automatiser et de prévoir. L'IA apprend d'elle-même. Hugo, un complément d'information? Moi, je pense que Mistral AI a tout dit. Ouais. C'est plutôt complet. En soi, oui, l'idée, c'est en fait d'apprendre au travers de la donnée. Nous, on est vraiment focalisé sur la partie industrielle. On travaille avec des données de process. On vient récupérer aussi des données de software, donc des ERP, de la GMAO ou autre. Et on vient essayer de corréler, de prédire des tendances, de voir des signes précurseurs de potentielles pannes. Et derrière, d'avoir un modèle de machine learning qui vient en fait alerter notre client là-dessus. Ouais. Donc on est sur du prédictif. Sylvain, en tant que témoin, utilisateur, quelle est la perception de l'IA?
Alors moi, la perception de l'IA, on en parle depuis quelques années, alors que l'IA est quelque chose qui est quand même très ancien. Ça fait plusieurs décennies qu'il y a de l'IA à différents niveaux. Oui. Et donc on se dit, ah bah c'est nouveau, il y a plein de trucs. Non, non, ça fait les réseaux de neurones ou autres, ça a plus de 40 ans, ça a plus de 50 ans. Là, ça a un boost, donc c'est quelque chose en plus, mais c'est pas non plus nouveau. Par contre, c'est les nouvelles fonctionnalités, c'est les nouvelles puissances qui là permettent d'avoir une utilisation différente. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai que c'est pas nouveau. En fait, l'engouement pour l'IA, il est apparu fin novembre 2022 quand ChatGPT est sorti. Et donc, vous parliez de Mistral. Donc, on a en fait, grand public, on a 3 IA qui sont connus. ChatGPT qui est le groupe OpenAI. Après, on a Gemini qui est Google. Et Mistral qui sont les petits Français, là, les 3 Français qui viennent de chez Facebook et Google, qui ont créé Mistral et dans laquelle Microsoft a investi massivement. Donc, c'est vrai que pour répondre à Shekib, est-ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle? Peut-être pas, mais c'est plus une accélération des technologies de l'information et de la communication. Shekib, c'est un peu... Non, c'est le mot, c'est accélérer. C'est-à-dire, comme tu disais, l'IA, en tout cas, bon, c'est un concept des années 50, mais globalement, déjà, moi, étudiant, on parlait des systèmes experts, des systèmes multi-agents. C'était principalement des modèles d'architecture, d'analyse de données, et, avec des éléments de prédiction ou des éléments, justement, de description. Donc, ça existe, ça évolue. Et ce qu'on s'aperçoit depuis 2020, globalement, c'est une véritable accélération et l'appropriation, en tout cas, la démocratisation de ces technologies vis-à-vis du grand public. Et bien sûr, l'entrée de ChatGPT a beaucoup révolutionné. Et on voit aussi révolutionner dans les pratiques d'usage dans les entreprises. C'est-à-dire que l'intégration de ces technologies qui sont beaucoup plus accessibles change les modèles d'organisation du travail, les modèles de relations qu'on peut avoir les uns et les autres et de production. Sur les typologies d'IA, enfin les degrés d'IA, on a la différence entre IA forte et IA faible. Hugo, est-ce que vous voulez intervenir sur ce sujet ou alors... Oui, aujourd'hui au niveau de l'IA, il y a plusieurs niveaux. On va retrouver l'IA est un terme général pour dire que on va exploiter de la donnée. Après, derrière, on retrouve tout ce qui est machine learning. Et en dessous, on retrouvera le deep learning qui est un réseau de neurones beaucoup plus poussé où, par contre, là, il faudra énormément de données pour obtenir une finalité. Ouais. Donc là, je pense qu'en substance, on a compris et je vous remercie de ce que pouvait apporter l'IA de manière générique. Maintenant, dans le monde de l'entreprise et surtout dans l'industrie, quels sont les impacts de l'IA, soit dans l'organisation, dans les flux, dans les relations avec les clients, les fournisseurs? Sylvain, une approche par rapport à votre sujet logistique? Que pourrait apporter l'IA s'il y avait une baguette magique? Alors ouais, c'est une vraie question. L'IA est partout. Parce que ça peut agir sur un niveau commercial, sur de la prospection, ça peut agir sur du côté marketing, ça peut agir au niveau de la supply, ça peut agir sur de la production, ça peut agir sur de la maintenance. Et IA veut tout dire et rien dire. Donc c'est après comment on arrive à avoir les bons outils en fonction de ce qu'on veut faire. Je pense que l'important aujourd'hui, c'est de s'y intéresser, c'est de mettre en place une stratégie en fonction des besoins de chacun et en fonction de la volonté de l'entreprise d'aller dans telle ou telle direction. Parce que quand on prend déjà là en 1 ou 2 ans, le nombre d'outils, on va sur n'importe quelle application, on va sur Google Apps ou au niveau de l'iPhone, on met intelligence artificielle, je ne sais pas le nombre d'applis qui est lié à ça, mais c'est énorme. Donc, à un moment, il ne faut pas non plus être diffus et dire « Ah ben moi, je fais de l'intelligence artificielle toutes les 2 minutes. » Non. Quel est le besoin? Quelle stratégie? Et on utilise le bon outil pour répondre à la stratégie. Et je pense que ça, c'est vraiment un des sujets aujourd'hui, c'est comment on arrive à focuser sur certaines thématiques. Donc là, on est dans la stratégie, mais les impacts, en fait, chez Kib, est-ce que l'IA est réservée seulement aux grandes entreprises ou aux les petites industries, les moyennes? Quels sont les impacts marquants? Est-ce que vous avez des exemples, des success stories par rapport à l'utilisation de l'IA dans des petites industries ou moyennes ou grandes? L'IA, tu vas la retrouver à différents niveaux, enfin, comme tu l'as évoqué, à différents impacts. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pas mettre de l'IA pour de l'IA, c'est-à-dire quel est l'objectif et qu'est-ce que ça peut m'amener en termes de valeur ajoutée.
l'IA n'est pas là non plus pour remplacer l'homme, comme on peut l'entendre, d'accord. Elle va transformer les métiers, elle va faire de la disruptivité, enfin bon, bref, tous ces grands mots qui veulent tout dire et un peu rien dire. Mais en tout cas, ça impacte les process. Ça, c'est clair. Puis, c'est un peu votre métier à côté. Donc, ça va impacter, et tu le vois, l'intégration de l'IA dans des petites industries, comme dans des grosses structures, comme au sein de start-up. Tout va dépendre de quel est l'usage. Est-ce qu'on est plutôt dans un usage commercial, dans un usage logistique? Au sein des collectivités, par exemple, on va l'utiliser également pour générer des tournées optimales de gestion des déchets. Ça peut être... Enfin, voilà, l'usage, il est multiple et variable. Mais pour savoir s'il est intéressant de mettre de l'IA ou pas, c'est déjà de faire une analyse sur les process et de savoir là où elle peut apporter une véritable valeur ajoutée. Et donc, il y a comme ça des éléments intéressants à mesurer et à criticité. Hugo, quand vous êtes en clientèle, justement, c'est ce que vous faites. Peut-être que vous analysez les pénibilités dans le parcours client ou dans l'organisation, parce que l'entreprise, elle n'émet pas forcément un besoin hyper précis, parce que comme on ne connaît pas, comment vous traitez en fait les demandes des entreprises? Alors du coup, là, c'est un peu la partie commerciale. On va essayer de questionner notre client pour savoir en quel périmètre ou quelle machine en soi est la plus problématique pour lui. Donc on vient souvent parler d'indicateurs de performance des machines. Là-dessus, en fait, on vient creuser, savoir s'ils ont la maturité en termes d'instrumentation de capteurs sur la machine, sur la partie collecte de données aussi, et la remontée de données jusqu'à des SaaS, donc du cloud ou autre. Donc il y a quand même une certaine maturité par rapport à la première question qui était de savoir si c'était accessible à tout le monde. Aujourd'hui, ça a quand même un coût, il ne faut pas se le cacher. Et beaucoup de nos clients aujourd'hui n'ont pas forcément les bons capteurs au bon endroit. Oui, parce qu'en fait, dans la spécialité dans laquelle vous travaillez, les données sont émises par des capteurs. Donc il faut installer les capteurs émettent l'information et il faut traiter l'information. C'est un dashboard. C'est ça. C'est ça. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, dans des phases d'industrialisation, quand on vient installer des nouveaux parcs machines ou autres, c'est des choses auxquelles on pensera par la suite. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec des process qui ont été imaginés sans forcément avoir l'industrie 4.0 qui était derrière. Après, il y a certaines entreprises quand même, et je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire, c'est qu'on travaille quand même avec des gros noms, plus que des PME ou autres. Sylvain, sur la logistique, je sais pas, supply chain, il y a beaucoup d'informations. Comment l'IA peut améliorer les flux, quels sont les bénéfices de l'IA dans cette verticale? Alors, la supply chain est quelque chose de très complexe, qui là aussi apparaît depuis quelques années où on se rend compte que, bah oui, sans la supply chain, il n'y a pas de process industriel. Et donc, on se rend compte maintenant que l'IA peut intervenir dans tout ça. Parce que qui dit complexe, dit IA, simplification, dit intelligence, qui permet justement de rationaliser, d'optimiser. Tu parlais de tournée tout à l'heure. Bah ouais, si on fait ça en permanence sur une tournée, c'est pas terrible. Si on rationalise et s'il y a un algorithme qui nous trouve la bonne tournée, on va optimiser tout ça. Le nombre de références qu'on peut avoir en stock dans l'industrie, ça peut être des milliers et des milliers de références. Donc si on ne trouve pas la bonne quantité optimale de stock en fonction de notre mini, en fonction de nos cossons, en fonction du délai d'appro du fournisseur, etc., bah c'est potentiellement du cash qui est immobilisé. Donc rationaliser et trouver la bonne décision pour la gestion de la supply chain, du stock, etc., permet d'avoir un avantage concurrentiel, permet d'avoir une situation financière meilleure. Donc l'IA est un outil d'optimisation de la supply. L'IA ne va pas prendre des décisions pour nous. Ouais. L'IA va nous donner des idées, va nous permettre de mettre sur la table différentes hypothèses qui vont nous faire prendre les bons choix derrière. Alors là, j'ai une question, n'hésitez pas à répondre hein, si Sylvain si Sylvain est en difficulté, mais en fait, quand on parle d'IA dans la logistique, est-ce que ça suppose d'avoir accès au système d'information des clients et des fournisseurs pour pouvoir traiter au mieux le flux logistique? Par exemple, si le client et le fournisseur n'ouvrent pas l'accès à leur système d'information, est-ce qu'on aura une utilisation de l'IA qui est optimale? Il y a toujours besoin de la data. Sans la data, ça a été dit tout à l'heure dans la présentation, sans data, il n'y a pas d'IA. Nous, sans data du client, on fait toute la partie convoyeur, on fait toute la partie WCS, donc le logiciel qui permet de piloter. Si on n'a pas la base de données articles du client, si on n'a pas les cadences, si on n'a pas tous ces mouvements de stock, on ne va même pas parler d'intelligence artificielle. Nous, on va parler d'offres commerciales. Si le client nous dit, bah voilà, j'ai un entrepôt,
J'ai besoin d'une solution logistique. OK, bonne journée. On a besoin de la data. Pour trouver déjà la solution à la problématique, on a besoin de la data. Donc, clients, fournisseurs, ils ouvrent, enfin, c'est open data, quoi. Ils ouvrent leur système d'information pour pouvoir traiter au mieux les flux. Les NDA, ils sont là pour ça. Hein. Entre les relations entre clients et fournisseurs, D'accord. nous, le premier document qu'on signe avec nos clients, c'est une charte de confidentialité. Oui. Pour accéder aux données du client, bien sûr. Mais si on n'a pas cet accès-là, on ne peut rien faire. C'est pas open data. Open data, ça veut dire mettre à disposition à l'ensemble d'une communauté des data. Là, c'est pas le cas. Oui. C'est simplement, à un moment, une relation client-fournisseur, tu as besoin d'un flux de data qui circule dans des conditions et dans des environnements qui sont quand même sécurisés, non accessibles, ou en tout cas ceux qui ont accès, c'est vérifié. Donc, on n'est pas dans une distribution de la donnée telle qu'elle peut être entendue sous la notion d'open data. Je peux dire Oui, open data, c'était un private joke. Hein. Voilà. C'était genre, c'est open. je préfère qu'on reprécise que c'est ouvert dans un environnement fermé. C'est Ouais. pas ouvert à distribuer à tout le monde. Donc, ouais. Mais c'est l'info d'entrée. Un client qui vient nous voir, j'ai une problématique. C'est quoi? Ah, je peux pas vous le dire, c'est confidentiel. L'intelligence artificielle et même n'importe qui peut rien faire. Tu peux même pas interopérer deux systèmes. On va pas même parler d'intelligence artificielle ou d'éléments de prédiction ou de prescription. C'est que même faire fonctionner le système, tu peux pas si il n'y a pas une API, s'il n'y a pas quelque chose qui se connecte entre deux flux. Donc, vous êtes convaincu chez SUSH, justement, d'adopter l'IA, d'avoir une stratégie IA dans l'entreprise. Quels sont les défis à relever pour une PME, TPE, PME, quand on part de zéro, en fait? Est-ce qu'il y a des freins en interne? Est-ce qu'il y a des freins en externe? Enfin, est-ce que vous avez identifié dans l'entreprise une appréhension, dire est-ce que mon travail va disparaître? Alors, comme on appelle ça le management du changement, dès qu'il y a le moindre petit changement, il y a ceux qui sont moteurs, donc ceux qui sont déjà partis 5 km devant, limite tout seuls, et il y a ceux qui sont 5 km en arrière et qui disent « Oh non, c'est pas fait pour moi, moi je veux surtout pas parce que ça a changé mon petit quotidien. » Donc ça, c'est vraiment du management, c'est comment on fait déjà pour avoir la bonne stratégie, ce que je disais tout à l'heure, avec la bonne communication interne, avec le bon management. Parce que, alors ça, on en a tout petit peu parlé là un instant, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, moi, il y a aussi un risque qui est identifié, c'est où partent les données. Quand on parle de propriété intellectuelle, ce qu'on a, nous, on a des brevets, on a tout ça, et moi, je sais que j'ai des collaborateurs qui, ah bah là, c'est bon, j'ai demandé ChatGPT ou un autre, j'ai mis tout mon document, il m'a fait une synthèse. Tu sais que ça, c'est quand même hyper confidentiel au niveau de l'entreprise. Et donc, la donnée, elle est partie où? Bah, je sais pas, mais moi, j'ai mon résumé, hein, c'est bon, je suis tranquille. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc, on doit vraiment s'organiser avec quelque chose qui est nouveau. Et on se dit, bah, c'est bon, c'est sur Internet, donc tout le monde peut y avoir accès. Ouais, c'est comme le cloud. Hein. Ah bah c'est bon, c'est sécurisé, c'est dans le cloud. Ouais, il est où? Il est chez qui? Donc ça, on doit vraiment mettre en place une stratégie, se structurer, s'organiser, protéger nos brevets. C'est quand même quelque chose qui est hyper important pour optimiser dans l'ensemble de nos process. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment un vrai sujet. C'est pour ça que nous, on a un comité innovation dans l'entreprise. L'IA est une des thématiques de ce comité. C'est de se dire comment l'intelligence artificielle, au sens très large du terme, peut nous aider, peut nous structurer dans l'ensemble de nos process. Parce que chez nous, on est convaincu d'une chose, c'est que l'IA va apporter quelque chose. Comme Internet, il y a quelques décennies, où au tout début, ah non, mais Internet, moi, je veux surtout pas en entendre parler, mon papier, il est quand même super bien, quoi. Ouais, bah, il y en a qui sont encore avec le fax aujourd'hui. C'est pareil. La robotique, ah ouais, mais le robot va faire en sorte que va détruire plein d'emplois. Non, ceux qui investissent dans le robot créent de l'emploi à côté. Alors, de l'emploi différent, mais créent de l'emploi. L'intelligence artificielle, ce sera pareil. Ouais. Il y a ceux qui l'auront adopté, qui vont le maîtriser, qui vont du coup se développer et auront un avantage concurrentiel et créeront d'autres emplois. Et il y a ceux qui seront encore avec le fax. C'est vrai que chaque innovation, c'est à la fois créateur et destructeur. Donc, c'est une façon de voir quel côté on veut se positionner par rapport à l'innovation. Mais le train, il faut le prendre. On reviendra pas en arrière. La donnée, par où? Cette question, elle est intéressante dans le sens où, chez Kib, est-ce qu'au niveau européen, la question d'avoir une IA souveraine,
C'est des choses sur lesquelles les États sont sollicités. Parce que là, pour l'instant, quand même on parle de Mistral, Microsoft a mis des billes dans Mistral, on peut supposer que les données peuvent être traitées par Microsoft. Donc est-ce qu'au niveau européen, une réflexion sur avoir une IA souveraine? Oui, il y a une réflexion déjà, il y a un IA Act qui a été élaboré et construit, donc il y a un cadre européen qui a été défini, parce qu'on parlait de protection, de sécurité, de vie privée également, au-delà de où c'est hébergé, c'est les données qui y a accès, comment on y a accès, les données qu'on met à titre privé, donc tout ça s'inscrit dans l'IA Act. Ensuite, au niveau souverain, il y a une volonté européenne de développer, il y a énormément d'argent qui sont mis justement à travers différents appels à projets pour développer des intelligences artificielles. Il n'y a pas une intelligence artificielle, c'est là aussi je voulais rebondir tout à l'heure. Il n'y a pas un modèle d'intelligence artificielle, il y en a plusieurs des modèles d'intelligence artificielle. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont en open source, sur lesquelles on peut justement développer au-dessus et créer sa propre intelligence, ou en tout cas sa propre solution d'intelligence artificielle pour différentes applications. Donc ça aussi, c'est déjà, on peut être souverain à partir de briques technologiques propres ou appartenant à une certaine communauté et disponibles. Donc, et pour répondre sur la question également que tu évoquais sur le fait de où vont mes données, aujourd'hui, nous, on pousse beaucoup, surtout pour certains secteurs, à ce que l'IA soit intégrée et hébergée dans les serveurs, c'est-à-dire une IA in-house. Voilà, on réinstalle l'ensemble des éléments et des modèles, et je le redis, beaucoup de briques sont en open source. On ne prend pas les API de OpenAI ou d'autres, mais repartir vraiment sur des briques de base, ça nécessite un investissement, ça c'est clair, mais au moins on peut maîtriser. Et le modèle apprend à partir des données, nos propres données, et elles restent dans notre configuration interne. C'est aussi un élément qui est important à prendre en compte. Merci pour l'éclairage. C'est vraiment un vrai sujet. Aujourd'hui, si on veut protéger notre propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui est indispensable. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tout le monde en ait pris conscience de ça. Justement, Sylvain, dans l'accompagnement au changement, est-ce qu'il y aura prévu des plans de ressources humaines pour des formations, pour revoir chaque métier, adapter les fiches de poste Alors, on est au tout début. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un plan sur la comète parce qu'il n'est même pas écrit. Mais aujourd'hui, on aura obligatoirement un accompagnement RH, que ce soit sur la formation des outils. Parce que là aussi, si on veut que ce soit performant, il faudra qu'on forme les gens. Il faudra qu'on enlève ces inquiétudes de dire « Ah bah là, mon métier va disparaître demain ». Oui, je pense qu'il y a des métiers, d'une manière générale, alors pas forcément dans l'industrie, mais il y a des métiers qui vont être amenés, si ce n'est pas disparaître, à se réduire fortement, mais qui vont s'adapter à d'autres métiers. Donc ça, il faudra accompagner au changement. Il faudra du coup, ces personnes qui potentiellement, qui vont être atteintes par ça, devront être formées à d'autres métiers, vont évoluer, mais comme la robotique. Quelqu'un qui avant faisait de la production peut demain faire de la maintenance. Voilà, quelqu'un qui fait une tâche automatisée que l'IA remplacera pourra faire d'autres métiers. Donc il y aura forcément cet accompagnement. Et là aussi, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ah bah ça y est, maintenant il y a ChatGPT, donc ah bah c'est bon, je peux faire un autre métier complètement. Non, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et donc là, il y a forcément de l'accompagnement RH pour aussi trouver d'autres talents. Une des professions qui n'existe pas aujourd'hui, qui sera peut-être une profession de demain, écrire le bon prompt sera un vrai métier. On parle un peu plus maintenant, mais il y a 5 ans, un data analyst n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des formations spécifiques de ça. Il y a des gens qui sont experts là-dedans. Il y a la présidente de la French Tech qui a mis au point un data de business intelligence qui prend toutes les datas financières d'une entreprise, qui fait tout le reporting directement avec de l'IA. Mais ce métier-là, il y a 3 ans, n'existait pas. Donc il y a forcément des nouveaux métiers, il y a forcément une évolution. Et qui dit accompagnement et changement, dit réticence au changement, donc management et formation RH. Ok, donc il y a un projet d'entreprise. On va faire un focus sur l'IA prédictive avec Hugo. Alors, comment l'IA contribue à améliorer la maintenance et la fiabilité des équipements industriels? Alors, On va parler de Diagrams, peut-être si vous voulez parler d'histoire de Diagrams, parce que c'est une belle petite histoire dans la région. Ouais, alors Diagrams, c'est une spin-off qui a été créée en 2016, c'est une spin-off de l'INRIA. Donc, aujourd'hui, on travaille avec différents clients qui sont à l'étranger comme en France. On est basé sur l'île. Aujourd'hui, on est pratiquement une petite vingtaine à travailler, dont des équipes de data scientists, des développeurs, parce qu'on est éditeur aussi d'une solution logicielle.
Derrière, après, on retrouve Jean-François et Margot Correa, que Sylvain connaît bien, On savait eu, ouais. ouais, pour sûrement collaborer dans un avenir proche. Et voilà, donc non, aujourd'hui, comment l'IA peut contribuer? Pour moi, c'est simple, avec la donnée en temps réel. Aujourd'hui, le machine learning, tel que ou l'IA, on peut l'appeler, mais l'analyse en temps réel va permettre en fait à nos clients, aux industriels, de voir des signes avant-coureurs sur des potentielles pannes. Du coup, forcément, ce que ça va amener, c'est qu'ils vont pouvoir organiser au mieux leurs interventions sans forcément pénaliser la production. Donc, pénaliser des arrêts de production et de la même manière sur la partie logistique où on a de la gestion de pièces de rechange, des compétences aussi en interne parce que ça peut être de la maintenance prédictive sur de l'hydraulique où les compétences et les habilitations sont demandées. Et aujourd'hui, on a des pénuries aujourd'hui dans l'industrie sur ces habilitations-là. Alors, pour les industries qui sont présentes dans la salle aujourd'hui, ou qui nous regardent, je suis convaincu par Diagrams ou n'importe quel prestataire en IA. Quelles sont les étapes en fait? Vous arrivez dans l'entreprise, Donc du coup, la première étape déjà, c'est de bien comprendre la problématique, savoir si notre client est équipé et instrumenté de la bonne manière. Donc ce qui est important, c'est la qualité de la donnée et la pertinence des capteurs installés. Derrière, en fait, on va travailler sur un historique de données. Donc ça peut aller de 6 mois à 1 an de données sur lesquelles on vient récupérer en fait des données de capteurs, des paramètres process. Ça peut être aussi des GMAO, donc essayer de corréler en fait des patterns au niveau des capteurs qu'on vient corréler avec les événements de maintenance. Voilà. donc en fait vous arrivez, vous avez une photographie de la donnée. Exactement. Et après votre outil met des alertes parce qu'il y a une variation. C'est ça. Charge à l'entreprise d'expliquer ces variations, si elles sont négatives ou positives. C'est ça, exactement. En fait, donc ça, c'était la première partie. Donc, on travaille vraiment sur l'historique. Et après, à terme, on vient faire des analyses statistiques et déployer un modèle de machine learning qu'on vient ingérer en fait dans notre application. Notre application en fait va alerter nos clients de par un mail dans un premier temps et l'invitant à venir sur notre application. Et au travers de celle-ci, il va pouvoir avoir en fait une image data scientist qui va lui expliquer en fait la dérive, la potentielle dérive. Et il va devoir mettre un score, d'où l'idée du machine learning, de l'apprentissage. C'est que notre modèle continue d'apprendre, donc le client va devoir dire s'il y avait ou pas une casse ou un prémisse de casse sur la machine. Et du coup, vous avez des études de cas, des exemples de problèmes que vous avez pu résoudre? Exactement, oui. On a travaillé, je pense à NJ DK6 à Dunkerque, où là, en fait, ils viennent récupérer les fumées, les gaz d'ArcelorMittal, donc les hauts fourneaux et la coquerie. Et en fait, ils viennent rebrûler ces gaz pour créer de l'énergie. Donc, on est à peu près à 4 mégawatts crête à l'année. Et là-dessus, ils nous ont demandé à la base de surveiller 8 registres à actionnement hydraulique. Donc, c'est des grosses vannes qui font plusieurs quinzaines de mètres carrés. On a eu la chance de les visiter d'ailleurs hier parce qu'ils sont en plein arrêt. Et c'est très impressionnant. Je pense que le changement juste d'un registre, ça nécessite une grue parce qu'on est sur des trentaines de mètres de hauteur. Et aujourd'hui, on a pu leur empêcher 2 pannes critiques et du coup 2 arrêts de production en énergie. Donc, grâce à l'IA, vous réduisez le coût d'immobilisation. C'est ça. Du coup, c'est aujourd'hui, donc comme ça fait une quinzaine de mètres, pouvoir le stocker dans un entrepôt, c'est pas forcément facile. Donc, ça leur permet aussi d'organiser au mieux leur intervention. Et de la même manière, donc ça, c'est plus sur la partie maintenance prédictive. Et après, sur la partie optimisation de production, on a un client qui a une centrale photovoltaïque, 210 MW crête, si je ne me trompe pas. Et là, en fait, on vient l'orienter, l'aider au diagnostic. Donc, dès qu'il y a une perte de production, on va essayer de cibler en fait la zone et le panneau solaire qui est défectueux. On va essayer de mettre en évidence aussi quel est le composant qui est défectueux. Donc, est-ce que c'est lié à un tracker? Est-ce qu'il y a une baisse de production liée à un tracker? Donc, les trackers, c'est ce qui vient orienter les panneaux photovoltaïques. Après, il y a des onduleurs, il y a des strings. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Mais voilà, on vient les aider là-dessus. Merci Hugo. Chez Kib, dans tous les projets que vous accompagnez, vous avez peut-être des exemples significatifs pour convaincre les réticents encore sur l'utilisation de l'IA dans l'industrie? À convaincre les réticents, c'est compliqué. Bon, alors, des belles histoires, des belles histoires. Des belles histoires, oui. Il y en a plein des belles histoires. Après, je ne peux pas tout dire non plus. J'ai des accords de confidentialité. Je ne peux pas tout dire. On a travaillé pour des acteurs de l'énergie, en l'occurrence, sur des problématiques de gaz, en particulier dans un système un peu complexe et sécuritaire. Donc, voilà, qui nous permet de faire de la communication, de prédire et voire de prescrire des changements et de contexte
particulier. Donc oui, il y a des projets. On a des projets dans le sport, on a des projets de la reconnaissance vision. On a accompagné il y a quelques temps, d'ailleurs, ils m'ont piqué la ressource à un gros industriel de la région pour reconnaître sur les chaînes de production certains éléments. Donc voilà, on avait un mathématicien dédié. Aujourd'hui, il a été embauché, enfin, débauché en tout cas chez ce grand groupe. Et voilà, donc il y a des projets, mais je veux dire, c'est que nous, on accompagne vraiment sur la partie, en tout cas au titre du CITC et du EDIH, sur la réalisation des preuves de concept. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire le premier modèle à des coûts moindres. Et c'est pour ça qu'on peut, nous, accompagner des PME, ou en tout cas sur le territoire régional, à démontrer la faisabilité. Ça, c'est notre rôle au titre du CITC. Donc, vraiment, on est plutôt sur des choses ponctuelles, et pas sur du récurrent à mettre en place, mais en tout cas, on développe pour favoriser l'appropriation par les entreprises de ces modèles-là. Après, on crée des bacs à sable. Si c'est dans ta question, la démarche, c'est aussi de bac à sable, c'est-à-dire de tester à partir de différents jeux de données en quoi l'IA peut-elle améliorer tel ou tel élément. Donc ça, on a aussi ce type d'environnement sur lesquels on peut mobiliser notre écosystème. Et je pense à l'IMT, en l'occurrence, qui a un centre de calcul qui est mis à disposition dans le cadre également du EDIH. Donc voilà, le EDIH, c'est un consortium d'acteurs régionaux spécialisés avec des moyens mutualisés à destination des entreprises, quel que soit le secteur, pour pouvoir justement tester, découvrir et répondre à tous les enjeux, que ce soit de la description, de la prédiction, voire de la prescription. C'est-à-dire que là, on discute, nous, avec des retailers, on travaille sur des problématiques avec des retailers sur comment l'IA peut créer des nouveaux produits, des nouveaux services, définir le prix et en temps réel. Donc, c'est ça aussi. Et des fois, je le dis aussi dans les retours d'expérience, ça ne tombe pas très juste. Donc, il est nécessaire d'avoir la correction humaine. C'est pour ça qu'une IA seule ne peut pas tout faire. Une IA accompagnée peut faire beaucoup de choses, comme un individu accompagné par une IA peut aller beaucoup plus loin. Donc, c'est ensemble qu'ils pourront avancer. Et du coup, je rebondis sur la supply, de savoir prédire quelle sera la consommation de demain en fonction de la météo est quelque chose d'extrêmement important, parce que permet d'anticiper et donc de mieux gérer. Hugo n'a pas osé discuter et décrire du projet qu'on a, parce qu'il y a quand même aussi un contrat de confidentialité entre nous. Aujourd'hui, voilà, on est un futur client de Diagrams. Pourquoi nous, on l'utilise au niveau de nos convoyeurs? On a un de nos clients où on a un taux de disponibilité de notre installation de 99,8%. Si on n'obtient pas ce taux de fonctionnement, on a des pénalités à payer. Donc ça veut dire qu'en gros, si je fais une moyenne, après 1 heure d'arrêt d'une machine, on sait qu'on risque de devoir commencer à payer quelque chose. De pouvoir anticiper et de pouvoir dire attention, là il y a tel moteur qui risque de tomber en panne parce que là les datas qui remontent sont plus forcément les bonnes ou changent. On anticipe ces arrêts, on anticipe ces pannes. Et donc on n'est plus en stress. On se dit bon là il y a un risque, on enlève le risque, on est serein. On est dans la prévention, on n'envoie pas les techniciens pour résoudre un problème, on anticipe le problème. Oui, mais de manière beaucoup plus sûre, parce qu'aujourd'hui, on fait des maintenances préventives, on fait des visites sur des compétences humaines, donc il y a quand même un biais potentiel à ça, sur un regard, sur un toucher, sur une ouïe. C'est pas parfait. Et nous, on va le faire sur une visite tous les jours, tous les mois, tous les 6 mois. Exemple, là, le projet qu'on a en cours, les datas sont remontées toutes les secondes automatiquement. On n'est plus du tout sur le même niveau de précision. Donc plus on sera précis, plus on pourra anticiper, plus on aura aussi cet avantage concurrentiel. Oui. Shekib, le DH, vous l'avez mentionné 3 fois. Qu'est-ce que le DH? Qu'est-ce que peut apporter le DH? Comment on doit faire si je suis une petite entreprise ou moyenne? Enfin, à qui s'adresse le programme? Et voilà, je veux tout savoir sur le DH. Avant de parler du EDIH, je vais quand même rebondir sur un élément qui a été dit, c'est sur les capteurs. Je l'ai dit, le CITC, c'est un centre d'innovation dédié à l'IoT historiquement en 2009, mais le premier centre européen et français créé sur cette thématique. On ne peut pas parler d'IoT sans data, et on ne peut pas parler d'IA sans data non plus. Donc voilà. Et je repensais il y a une dizaine d'années, un des grands projets d'IA avec IBM, à l'époque ça s'appelait encore Watson,
ont été venus nous voir pour équiper et faire un test sur des lycées, en particulier pour de la prédiction sur la gestion du bâtiment. Et ça a été un projet qui a été monté beaucoup par des informaticiens, pas par les acteurs métiers. Et donc, quand ils ont travaillé sur le projet, ils étaient focus sur l'IA, sur les données, sur le traitement. Et on a oublié la collecte des données. C'est-à-dire, pour que l'IA puisse fonctionner, il faut de la collecte. Et la collecte, elle peut se faire soit par des capteurs déjà installés. Donc après, ça nécessite de les faire fonctionner entre eux pour pouvoir récupérer. Soit des automates préinstallés, soit positionner des capteurs. Un capteur, ça a un coût, ça a une maintenance, ça a aussi différents éléments. Et donc, là où l'interaction IA-capteur se fait de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va positionner le capteur au bon endroit et avoir le maximum d'informations et le maximum de données. Et c'est en cela pour éviter une multitude de capteurs. Et ça, c'est aussi des enjeux qui sont importants à intégrer dans le développement, surtout dans le secteur industriel, de l'IA et sur les chaînes de production. C'est juste pour rebondir sur ces éléments-là, qui étaient, on ne peut pas faire de l'IA sans collecte de données et sans, en tout cas, capteurs en particulier. Et un autre point également, on a un peu évoqué, c'est la question de la sécurité. Ouais. La cybersécurité et la sécurité de l'information, je ne pourrais pas, pas en parler. C'était prévu. Mes casquettes, mais voilà. C'est aussi un enjeu qui est à prendre en compte dans une sécurité globale. On ne peut pas juste prendre qu'une sécurité des systèmes d'information ou qu'un système de capteurs ou autre. C'est vraiment cette globalité. Et c'est également, en tout cas, dans les process et dans les projets, dans les groupes projets, une dimension qui est nécessaire à prendre en compte, comme la conduite du changement, comme la formation, comme la montée en compétences. Voilà, tous ces éléments sont à prendre en compte. Et donc, pour répondre à ta question, le EDIH, c'est quoi le EDIH? C'est l'European Digital Innovation Hub. Il y a 150 EDIH en Europe. Donc, c'est un programme sur 3 ans, financé par l'Europe à 50%, qui a vocation à créer des dynamiques d'accélération, de transformation numérique, digitale. Et nous, on a rajouté la dimension environnementale, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire qui est REV3. La région, c'est beaucoup investi sur ces questions d'économie circulaire, de transformation du territoire vers une industrie beaucoup plus verte. Et donc, dans nos projets, on prend aussi cette considération, c'est-à-dire que lorsqu'on développe des solutions, on essaie de mesurer l'impact carbone, ou en tout cas du numérique en soi, ou en tout cas de prendre en compte cet élément dans les projets. Et le DIH, il a 4 piliers. Il a un pilier qui est le Support to Find Investment, donc rechercher des financements au travers d'appels à projets, au travers de réponses à appels à projets, de leviers de financement direct pour les entreprises et les PME de la région. La cible, c'est les PME de la région en particulier. Donc, avec la Chambre de commerce qui intervient beaucoup sur ce volet-là. Demain soir à 17h, on fait également une conférence sur les retours d'expérience, surtout des entreprises qui ont bénéficié des programmes européens et des financements européens. En quoi ça a permis à avoir un effet levier sur leur développement, sur leur R&D également. Donc, c'est à l'Université de Lille, dans le bâtiment de l'Iliade. J'en profite, voilà, c'est fait. Ensuite, c'est ce qu'on va appeler le Test Before Invest. C'est les études de faisabilité. Donc, on a des projets qui nous arrivent par les conseillers de la Chambre ou par nos partenaires, type iTrans, Team 2 ou d'autres, voilà, qui vont être remontés. Il y a un diagnostic qui est fait, donc ce qu'on appelle un Digital Maturity Assessment, donc un diagnostic européen qui est normé au niveau de tous les EDIH. Donc l'Europe, comme ça, récupère un ensemble de données sur le niveau d'innovation et technologique des entreprises européennes. Voilà. Donc ce diagnostic est effectué. À partir de là, il y a eu des études de faisabilité, des études techniques qui sont établies et réalisées. Et ensuite, la réalisation de POC, de preuves de concept sur, comme je l'ai dit, l'IoT, l'IA, la cyber, voilà, la transformation digitale des entreprises. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Test Before Invest. Le troisième pilier est le Skills and Training. Donc, on ne peut pas intégrer, et vous l'avez évoqué, sans formation, sans monter en compétences des collaborateurs. Et donc, il y a un ensemble d'acteurs académiques avec qui on travaille, on s'est regroupé aussi au sein de l'EDIH. Je pense à l'IMT sur la partie formation et recherche, à l'INRIA également, l'INRIA Academy, à l'Université de Lille, voilà, un ensemble de partenaires à l'ENSAM, les arts et métiers, ensemble de partenaires académiques. On a établi une cartographie de formation et accompagne sur l'IA, l'IoT et la cyber. Donc, vous allez sur le edih-hdf.eu, donc ça s'appelle edih-hdf.eu, HDF ou trans, hein, vous l'aurez compris, .eu, et vous avez la cartographie. Vous cherchez une formation pour vos collaborateurs, soit débutants, soit différents niveaux. Et il se trouve dans l'Oise, vous avez une entreprise dans l'Oise,
vous aurez les formations qui sont disponibles dans l'Oise sur la thématique IA, sur la thématique cyber, et en fonction du niveau. Donc ça, c'est le volet plutôt skills and training. Et enfin, je vous l'ai dit, il y a 150 EDIH au niveau européen avec différentes spécialités. Nous, ici, c'est la thématique IoT, IA, cyber, mais on a aussi des EDIH spécialisés dans le calcul intensif, on a des EDIH spécialisés dans la blockchain, on a des EDIH spécialisés dans différents axes technologiques. Et lorsque la compétence n'est pas disponible en région, tel ou tel domaine pour une entreprise régionale, elle cherche un expert sur tel domaine, on a cette capacité à mobiliser les 150 EDIH européens pour trouver la bonne compétence, et on en a beaucoup en Europe, hein, je te le rassure, de compétences hyper spécialisées, et donc on peut s'appuyer aussi sur cette animation de notre écosystème européen pour pouvoir promouvoir les EDIH. Voilà un peu ce que je pouvais te dire sur le EDIH. Si je synthétise, en fait, ça couvre toutes les étapes de la transformation. Par exemple, Sylvain, il pourrait solliciter le DIH pour former ses collaborateurs. Hugo travaille avec des clients, peut-être travailler sur un prototype, aller chercher une compétence technique si elle est manquante dans l'entreprise. Donc, du coup, toutes les entreprises qui sont présentes ici pourraient prétendre à l'EDIH. Il n'y a pas de critère de... Le seul critère, c'est d'être une PME. PME. PME, c'est le critère principal. Après, ça passe en commission de sélection en cadre avec nos partenaires. Hein. Je redis la SAT, la CCI, l'INERIA, enfin bon, bref, un ensemble de partenaires régionaux. Mais en règle générale, si le projet a déjà eu son diagnostic en amont évalué par un conseiller, s'il est arrivé jusqu'à la commission, c'est que 99% des projets passent. Donc Sylvain, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Contacter la CCI pour faire un dossier. Je vais prendre une carte de visite. Oui, chaud. On se verra après. Alors, chez qui vous avez mentionné le fait que l'IA peut être au service de la protection de l'environnement. Du coup, je vais poser la question à Hugo. Est-ce que vous avez des exemples d'utilisation de l'IA pour identifier les volumes d'énergie utilisés Alors, on a eu une étude de cas avec Schneider Electric à Le Vaudreuil. En fait, ils nous ont contacté, c'est un peu la vitrine 4.0 Schneider Le Vaudreuil. Et du coup, ils nous ont contacté sur un sujet d'efficacité énergétique pour essayer d'optimiser en fait leur consommation pneumatique sur une machine qui produit et qui assemble des contacteurs électriques. Du coup, le projet, on a fini la première machine, là on va attaquer une dizaine d'autres machines. On a gagné 20% sur la première machine en travaillant déjà juste sur les seuils de production et de mise en veille de ces machines. Et en plus de ça, on a réalisé un modèle de détection de fuite qui regarde deux variables, la pression et le débit. Voilà. Donc, l'IA au service de l'environnement. On va revenir sur la cybersécurité. La sécurité en tant qu'entreprise, où vont les données, mais il y a d'autres choses. En fait, on peut subtiliser la donnée quand on parle de capteur. On peut subtiliser la donnée au moment de son transfert. Enfin, quels sont les risques en fait, de cette donnée qui est diffusée par les objets sans contact, enfin l'Internet des objets? On répond qui veut, mais... Juste dans le cas du machine learning, aujourd'hui, au niveau d'une attaque cyber, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple changer les variables, enfin les données. Du coup, le modèle perdrait en peu tout son apprentissage et du coup, on perdrait tout le but du machine learning. Voilà. Sur l'IoT, parce que la donnée est transmise par quoi? Par Bluetooth, Elle peut être transmise par n'importe quel réseau sans fil. Nous, on a des modèles là, de recherche sur lesquels on travaille. On a un projet de recherche en interne. On est sur la communication 5G. On attaque la communication 5G sur des véhicules autonomes. Ça pourrait être des petits robots. On travaille beaucoup sur la robotique mobile également, avec l'ENSAP. Et comme tu l'évoquais, on change le modèle. Donc, tout le process, c'est IA, embarquer. Donc, on a la question d'embarquer de l'IA, parce que tu parlais d'environnement, mais aussi l'IA a un impact environnemental en tant que tel. Donc, plus les modèles vont tourner, plus ils vont être consommateurs, parce qu'ils doivent apprendre. Et c'est cette phase-là, en tout cas préliminaire, d'étiquetage, d'apprentissage, qui est très, très consommatrice d'énergie. Donc, ça, c'est un véritable enjeu aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur des modèles moins consommateurs, sur de l'IA qui est embarquée, ou en tout cas une partie de l'IA embarquée sur des objets en particulier, où une partie du traitement peut être fait en local, avant d'être transmis dans un cloud qui lui-même reconsomme et autres. Enfin, tout le process est également à être revu au niveau impact environnemental. Il y a beaucoup de travaux sur ces sujets-là. Donc, ces petits objets mobiles avec une IA embarquée, faiblement consommateurs d'énergie,
communiquent entre eux. Donc, c'est des véhicules qui circulent, mais qui communiquent entre eux pour des informations. On est sur de l'IA fédérative en particulier, donc sur des modèles d'IA fédérative. Donc, une partie de l'information est embarquée chez l'un et chez l'autre et qui ne vérifie que ce que l'autre lui donne. Et ils communiquent en 5G. Et donc, l'exercice, c'est de faire une attaque cyber sur le canal 5G et de rentrer sur le volet IA pour modifier les paramètres que tu l'évoquais précédemment. Donc, voilà, l'IA peut attaquer, l'IA peut être attaquée également. Enfin, voilà, et on utilise, et au moment où justement on parlait d'OpenAI, ChatGPT, il y a eu au début du lancement d'OpenAI, beaucoup de hackers, d'attaquants ont demandé à ChatGPT de générer des mails de phishing et ça a été fait. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour pouvoir le faire, bien qu'on peut encore le faire, voilà, posant quelques questions un peu différentes, mais c'est tout à fait possible d'utiliser l'AI pour générer des attaques. Sylvain, en tant qu'industrie, au-delà de ou par mots donnés, quelles sont les appréhensions en matière de cybersécurité au global, enfin, Ouais, non, mais c'est vraiment un vrai sujet. Je disais tout à l'heure, nous, on est aussi auditeur de logiciels informatiques d'un WCS qui permet de piloter les entrepôts. Donc, ça veut dire qu'on a accès aux données du client qui viennent de l'ERP. Donc, en gros, un retailer, toutes les commandes qu'il aura par son site internet, on y a accès. Parce qu'il faut préparer les commandes, etc. Aujourd'hui, on le voit, il y a certains, malheureusement, retailers qui se font attaquer. Clairement, plus de data, plus de logiciel, plus de livraison. Donc, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, nous, on est obligé de se protéger énormément, d'anticiper les attaques, de voir au niveau de nos serveurs, dès qu'il y a des mouvements qui ne sont pas forcément normaux au niveau de la data, dès qu'il y a des copies qui ne sont pas maîtrisées, on a des softs aujourd'hui qui nous permettent justement de débrancher le serveur automatiquement. Parce que plus souvent, ça vient la nuit, ça vient le week-end, où forcément on ne bosse pas. On anticipe tout ça. Donc oui, la cybersécurité est quelque chose en dehors de l'IA qui est un vrai sujet pour les entreprises aujourd'hui. Hugo, chez Kib, des conseils de base en matière de cybersécurité pour les industries? Même chose, le DIH accompagne sur le volet cyber. Je suis désolé, je te le mets un faute de sauce, mais Oui, mieux non, qu'en mais plus on sponsorise aller dans le cadre, donc oui. autant en parler. Non, mais c'est surtout que de dire qu'aux entreprises, c'est qu'il y a des leviers, des moyens qui sont mis à disposition, et le DIH en est un, pour effectuer les diagnostics cyber, déjà de base, à partir d'un ensemble de questionnaires. Ça, c'est tout un process. Ensuite, d'accompagner sur des audits techniques, des définitions d'architecture. On a référencé également un ensemble de prestataires régionaux qui sont capables de faire de la remédiation lorsqu'on a subi une attaque. Comment remettre en place le système le plus rapidement possible. Donc, c'est aussi un élément qui est important et structurant. Donc, et le CSERC, le Centre de réponse à incident, est là aussi pour répondre tout de suite aux premiers gestes à faire lorsqu'on a subi une attaque. Donc, je donne le numéro du CSERC, Ouais. à faire. Voilà, le 0806 700 111. Notez-le. 0806 700 111. Voilà, sinon c'est urgencecyber.com. Et c'est le site du CSERC des Hauts-de-France. Donc voilà. Après, se protéger, c'est bien sûr, c'est des règles de base, c'est de l'hygiène, c'est de changer les mots de passe. Enfin, il y a plein de pratiques quotidiennes. Vous allez sur Internet, vous allez en trouver. Mais c'est déjà des éléments qui sont importants, structurants. Et dans l'IoT, le problème, c'est qu'on change souvent ces mots de passe sur Outlook et on ne change pas les mots de passe lorsqu'on met, par exemple, des systèmes de caméra ou de vidéo ou des suivis de hackers. Et quand vous y allez, vous trouvez souvent admin qui est toujours là ou test. Et ça, on pense à changer les mots de passe de nos PC. On ne pense pas à changer les mots de passe de notre environnement qui est lui-même connecté, de notre téléphone, de l'Internet des objets. Donc ça, c'est aussi des pratiques qui doivent être repensées parce que la surface d'attaque est beaucoup plus large qu'auparavant. Il y a un principe de base, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous dites, ouais, non, on l'a juste entendu dans la presse, moi, c'est bon, j'aurais pas. Si, c'est tout le monde. Et les bonnes pratiques, les trucs qui sont juste, voilà, évident, le admin que tout le monde connaît depuis, je sais pas, des décennies, c'est les plus grosses failles. Dans une entreprise hyper sécurisée, il reste encore un vieil ordi qui traîne dans un coin, qui est limite en Windows 98, complètement isolé. Il y a un gros mur et on laisse la porte ouverte. Je comprends pas, ils sont rentrés. Ouais. On reçoit un mail. Ah super, si vous cliquez sur ce mail, vous allez avoir un super cadeau. La plus grande faille, moi ce que je dis à l'ensemble du personnel, notre plus grande faille c'est nous, être humain. On est les premières failles du système. Nous aujourd'hui, on a mis en place une formation où l'ensemble du personnel qui a accès
à la suite Microsoft, donc avec Teams, a une formation obligatoire. On a mis un bot automatique qui explique, qui dit ce qu'on doit faire, etc. La formation est obligatoire. On n'a plus le choix. Parce qu'on veut sensibiliser, on veut donner les bonnes pratiques. Dans 99%, c'est juste du bon sens. Donc on forme, on explique, on donne les conséquences. De temps en temps, on fait peur aussi. Parce qu'on se dit, ah ouais, si on fait telle connerie. Il y a un jeu aussi chez nous, dès qu'il y a un ordi qui est non fermé, souvent la personne reçoit un beau petit mail au niveau du groupe, il paye l'apéro. Quand on se fait avoir une fois, globalement, on ne se fait pas avoir 2 fois. Mais voilà, c'est plein de petits trucs qu'on met ensemble parce que c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est de la formation, c'est du management, c'est du RH, c'est tout ce qu'on veut. Hugo, en tant qu'expert de la traitement de l'information, conseil. Je suis pas expert cyber, donc je ne fais pas passer le tour, mais je vais faire une dernière promotion pour le DIH. Et petite formation ANSI, qui nous a été bien utile aussi à J-Grams, qui nous rappelle un peu les basiques aussi à respecter, que ce soit du code à tout à fait. Oui, l'ANSI propose des formations. Exactement, avec un certificat à la fin. Et un pass cyber aussi. Donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. La conférence va bientôt arriver à son terme. Je résume, on avait dit plusieurs typologies d'IA. IA générative, conversationnelle, prédictive, fédérative. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Il y a plein de modèles. Il y a plein de modèles. Même sur un... Enfin, aujourd'hui, nous, on a développé, par exemple, nos propres... on fait beaucoup de webinaires distants ou de réunions, tu parlais de Teams ou d'autres. Pour faire des comptes rendus, aujourd'hui, Teams se propose de générer d'ailleurs des comptes rendus automatiques, mais une fois on utilise Teams, une fois on utilise d'autres outils de chez Cisco, Webex ou d'autres. Aujourd'hui, nous, en interne, on a développé, et c'est hébergé en interne, ça c'est un sujet important, nous, notre propre IA qui permet de générer les synthèses de ces réunions. On balance 1h30 de webinaire sur un Webex et en 1 minute 30, elle nous génère le compte rendu. Des feuilles de temps? Les feuilles de temps, non, pas encore, mais il faut que j'y pense. Parce qu'il y a beaucoup de fiches dans les projets européens, beaucoup de fiches temps. Voilà, donc, et juste pour développer notre modèle, il a fallu 3 modèles différents, enfin 3 IA différentes pour synthétiser, reconnaître les personnages, enfin... Tu as autour de la vision, tu as autour du son, tu as plusieurs éléments. Pour l'instant, le sujet, c'est qu'elles ne s'interconnectent pas, les IA. Elles sont pas, il faut aller sur une IA pour la vidéo, une pour la traduction. C'est pour ça qu'on développe nos propres modèles, mais par contre, on prend n'importe quel outil, que ce soit Webex, Teams ou d'autres, on balance ça, notre IA peut générer. Donc, voilà, un petit conseil, un message que vous voulez faire passer aux entreprises qui sont présentes ou qui nous regardent, pour prendre le virage de l'IA. Sylvain, petit mot de la fin. La synthèse. L'IA est une opportunité. Oui. Il y a ceux qui s'y mettront et il y aura les autres. Moi, je suis convaincu de ça. C'est vraiment un changement de travail, c'est un changement de pensée, c'est un changement d'organisation. Je reviens sur l'exemple d'Internet. Soit ça fait peur, soit c'est une opportunité de changement et d'avantage concurrentiel. Il y a ceux qui prendront le virage, il y a les autres. De quel côté vous voulez faire partie? Des autres ou de ceux qui prendront le virage? Hugo, petit mot de la fin. Pour moi, ça va être un virage dans le sens où, d'un point de vue efficacité opérationnelle, au final, pour les industries, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Ça leur permettra aussi d'être beaucoup plus compétitifs sur leur marché, forcément. Et voilà, je pense qu'après, Sylvain a tout dit. Chez Clib, EDIH, mot de la fin. C'est ce que j'allais dire, EDIH, le mot de la fin. European Digital Innovation Hub. Non, de véritables opportunités, c'est vrai. La prise de conscience est nécessaire. Voilà. Il y a un écosystème qui est riche en région des Hauts-de-France et je pense qu'on a cette chance-là en particulier. Donc voilà. Messieurs, je vous remercie. Donc, je remercie Sylvain Bell de SUSH Logistique, chez Kibiarbi de CTC et Hugo Lini de chez J-Grams. Je crois que vous pouvez les applaudir pour leur brillante intervention. Merci. Merci Frédéric. Merci à toi.